Très bien, bonjour à tous. Bienvenue au salon SME et bienvenue à cette conférence qui a donc pour thème « Comment je suis devenu un entrepreneur à impact ». Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois vous faire part de 2 ou 3 annonces légales, comme il est de coutume pour le salon. Donc je vous rappelle que les conférences sont enregistrées en audio, que vous pourrez les réécouter sur le site du salon une fois que les portes seront closes, dans les prochaines semaines. Et si vous avez aimé cette conférence, n'hésitez pas à le clamer avec le hashtag Salon SME sur la page Facebook du salon. Voilà. Donc les entrepreneurs à impact sont animés par des convictions qui dépassent la seule rentabilité de leur entreprise. Ils s'engagent généralement sur 3 points, c'est l'écologie bien sûr, le social, le partage du pouvoir et aussi de la valeur dans leur entreprise. Leurs parcours sont pas toujours très simples, sont parsemés de défis, de remises en question, d'apprentissage, et ils prennent des décisions qui sont vraiment guidées par l'intérêt général, même quand il s'agit de décisions difficiles. Pour parler de tout ça, nous avons réuni donc pour vous 4 entrepreneurs à impact. Il y a donc, dans le désordre, si j'ose dire, Guillaume Gibaud, qui est président fondateur du Slip français, donc une activité que vous connaissez donc de vêtements, de caleçons, slips et autres vêtements. Julien Lemarchand, qui est PDG fondateur d'Homiobuspa, qui est un système de colis réutilisables. Margot Rivkis, qui est membre de l'équipe de France d'escrime et qui s'est lancée dans le projet Escrime et Senior. Et enfin, Absatou Si, entrepreneur, qui est fondatrice de la maison Absatou Si, et Atypique Africa, donc c'est du bien-être et de la beauté en avant. Et enfin, Maxime Gann, qui est directeur du marché des entrepreneurs, des PME et de l'agriculture au Crédit Agricole Île-de-France, qui nous apportera non pas un regard d'entrepreneur, mais plutôt de financier et de banquier face aux projets, effectivement, les projets à impact. Donc, première question pour tous les 4, vous 4 entrepreneurs. Vous êtes tous les deux, effectivement, tous engagés dans une démarche d'impact. En quoi consiste-t-elle et comment se traduit-elle effectivement dans votre activité au jour le jour, Guillaume ? Bonjour tout le monde, ravi d'être là, merci de l'invitation, ravi d'être avec des entrepreneurs et de partager la conviction, l'envie. Donc moi je fabrique des slips en France depuis 13 ans, on est l'entreprise qui en fabrique le plus en France, on fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et depuis 13 ans je me bats pour tout fabriquer en France, tricotage, tissage, confection. On est entreprise à mission au sens de la loi PAC, c'est marqué dans nos statuts, notre mission c'est de réinventer avec panache l'industrie textile française et l'impact c'est un vaste sujet, on va tous en parler, c'est super dur parce que dans un contexte économique compliqué, il faut réussir à se rajouter des contraintes quand on est une petite boîte avec pas forcément beaucoup de moyens. Donc voilà, moi je me lève tous les jours en me disant que si on veut changer le monde, il faut commencer par changer de slip. Ça me donne le sourire et ça vous le donne aussi. Et voilà, je suis le gars qui il y a 13 ans s'est dit je vais monter une marque de slip fabriquée en France et je suis toujours là. Donc on va en reparler, mais voilà, l'impact ce qui est compliqué, c'est qu'on a tous envie de faire ça. Quand on pose la question, si je pose une question à la sortie de la salle, tout le monde se dit mais bien sûr, je vais acheter mes slips made in France. Le seul sujet c'est que ça coûte plus cher à fabriquer et que la réalité c'est que les gens font attention à leur porte-monnaie, achètent au plus facile, au plus efficace dans leurs habitudes. Donc voilà, comment est-ce qu'on arrive ensemble à créer des boîtes qui ont un modèle différent ? C'est le sujet du jour. Donc l'impact pour vous, c'est finalement l'emploi en France ? Ouais, c'est l'emploi en France. Donc nous, on a à peu près 100 personnes en direct dans l'entreprise. On a 300 personnes auprès de 80 ateliers partenaires un peu partout en France. Donc on crée de l'emploi partout en France. Et évidemment, la réduction de l'impact carbone, puisque quand on fabrique en France, si je parle très techniquement d'un slip, un slip made in ailleurs, c'est 6 kg de CO2. Un slip made in France, c'est 3 kg. Donc on fait 3 kg de CO2 en moins en fabriquant localement. C'est assez logique, hein, circuit court, ça fait pas 4 fois le tour de la planète. On a la chance d'avoir un mix décarboné énergétique en France. Donc globalement, c'est ça pour moi le sujet de l'impact, c'est que c'est des évidences, tout le monde est d'accord, mais la réalité c'est qu'il n'y a que 3% de Made in France dans tous les vêtements qu'on achète, parce que ça coûte plus cher. Donc voilà, c'est le cœur du sujet, comment est-ce qu'on arrive à faire des boîtes performantes qui ont un impact au cœur. Merci. Julien, vous, donc Mobius Pack, où est l'impact et comment se passe-t-il ? Comment vous l'avez effectivement décidé ? Passer après Guillaume, c'est compliqué. Hein. Je vais essayer d'être aussi inspirant. On le laissera parler en dernier désormais. Bonjour à tous. Nous, on essaie d'avoir de l'impact en supprimant les emballages à usage unique et en les remplaçant par de l'emballage réemployable. Pendant 15 ans, j'ai vendu de la bière sur Internet, donc j'ai expédié des bières, des cartons et autres qu'on terminait dans des poubelles. Et il y avait ce revers d'avoir de l'impact et de se dire que tous ces déchets, on pouvait peut-être à un moment trouver une solution. Et donc on a travaillé autour de ça.
Donc j'ai de l'impact demain quand je remplace les emballages du e-commerce pour recevoir vos commandes. J'ai de l'impact quand j'essaie de faire fabriquer mes emballages en France, mais c'est compliqué parce que effectivement il y a tous les sujets que connaît bien Guillaume. Et on a de l'impact effectivement dans la réduction du CO2, dans la production et dans les déchets qu'on génère. Et c'est cela sur lequel je m'attelle dans cette nouvelle entreprise. On n'est que 6 pour le moment, mais en tout cas il y a 18 milliards d'emballages qui transitent tous les ans en e-commerce. Et c'est ce marché qu'on attaque et on peut avoir un gros impact. Merci. Absatou, vous êtes effectivement dans un autre domaine qui est le bien-être et la cosmétique. Qu'est-ce qui vous a, enfin, quel est l'impact que vous pensez avoir et comment ? Bonjour à tous. D'abord, moi, je pense que c'est la nuance entre un chef d'entreprise et un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est forcément quelqu'un qui crée de l'impact. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se lève le matin et qui dit « je veux changer le monde et je veux changer mon monde. Et pour changer mon monde, je veux changer le quotidien des gens ». Donc, pour moi, la définition d'impact, elle naît déjà de là. Oui, mais l'impact peut être à ce moment-là négatif aussi. On peut avoir un impact. Absolument. Et c'est la nuance justement parce que je pense qu'un entrepreneur qui veut faire juste de l'argent n'est pas un entrepreneur. C'est la définition même du terme qu'il faut revoir. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui dit je vais changer le monde. C'est pas je vais faire de l'argent. Et dans votre cas ? Et dans mon cas, moi ça fait 20 ans maintenant. Je me souviens à l'époque, je disais j'ai 20 ans, j'ai 30 ans. Non, j'ai 43 ans. Donc ça fait 20 ans maintenant que je fais de l'entrepreneuriat. Et ce que je dois vous dire, c'est que l'impact que je crée aujourd'hui, c'est parce que je fais des choses qui font sens dès le début et jusqu'à la fin. Donc j'ai une usine à Dakar qui crée des super aliments, qui crée tout ce qui va être tisanerie, qui crée des ingrédients pour l'industrie cosmétique et pharmaceutique. Et ensuite, on a des produits qui sont développés ici aussi en France. Et que ce soit la femme qui va cueillir la plante qu'on va utiliser en tisane aux jeunes, 200 jeunes qu'on a recrutés et formés qui sont à Dakar et qui conditionne ensuite les produits, jusqu'à la femme ici qui cherche un complément de revenu et qui va vendre les produits, il y a de l'impact à tous les niveaux sur la vie directement des personnes impliquées. Donc c'est pas juste une entreprise où le patron va faire de l'argent et devenir riche, c'est une entreprise qui doit impacter le quotidien de chacun. Et ça se manifeste également dans tous les collaborateurs de l'entreprise qui sont des intrapreneurs, avec une dimension managériale qui est importante, c'est-à-dire de dire t'es stagiaire, mais si t'as une bonne idée, tu deviens le chef du projet et tu vas le piloter avec nous jusqu'au bout et on va t'accompagner. Donc je pense qu'on crée de l'impact, en tout cas aujourd'hui et depuis la reprise de mon business il y a peu. C'est 200 emplois directs créés, c'est 500 emplois indirects auprès des femmes voilà, qu'on accompagne jusqu'à leur apprendre à lire et à écrire, c'est important. Merci. Maxime, votre regard de banquier, est-ce que le Crédit Agricole a une démarche d'impact auprès des entrepreneurs dans la manière dont il travaille avec eux ? Déjà, je vais essayer de remettre le micro parce qu'il est attiré par ma voisine irrémédiablement. Donc bonjour à tous, je suis ravi également d'être parmi vous aujourd'hui et la chance d'être aux côtés de 4 brillants entrepreneurs. Alors juste pour resituer, je représente le Crédit Agricole Île-de-France qui est une banque régionale et nos actions, elles sont animées au quotidien par une volonté d'utilité pour développer notre territoire et puis d'universalité pour être une banque de tous les franciliens. On est une banque mutualiste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est naturellement engagé en fait dans des démarches d'impact aux côtés de nos clients entrepreneurs. On a aujourd'hui 1,6 million de clients sur l'Île-de-France, dont 70 000 entrepreneurs. Et mettre la transition écologique et l'inclusion au cœur de nos métiers de banquier et d'assureur, pour nous, est un devoir. Ça fait partie de notre stratégie depuis plusieurs années. Et nous sommes convaincus que demain, il n'y aura pas de bons résultats financiers sans une haute performance sociale et environnementale. Concrètement, dans notre démarche, nous, on a mis en place depuis quelques années une politique RSE, on m'entend peut-être mieux comme ça, avec des convictions, des engagements qui s'articulent autour de 2 axes. Le premier axe, c'est évidemment accompagner nos clients dans leur transition. Et le deuxième, c'est être nous-mêmes une entreprise responsable, engagée pour son territoire et pour la société. Comme ça a été dit précédemment, il y a un engagement fort au quotidien qui doit être fait. Et nous, les premiers, on souhaite faire partie de cet engagement. Pour nos clients entrepreneurs, on les conseille, on les accompagne dans leur démarche, on doit avoir un rôle de facilitateur, on a un rôle aussi pour les éclairer sur les différentes démarches administratives qu'il peut y avoir ou alors sur les évolutions de la réglementation. L'objectif, c'est vraiment accélérer la concrétisation de leurs projets.
Pour nous, à notre niveau, on agit aussi pour neutraliser notre impact environnemental avec un objectif d'ici 2050 d'atteindre la neutralité carbone. Voilà ce que je pouvais vous dire sur notre engagement. Alors Margot, vous êtes vous plutôt déjà entrepreneur ou en train de le devenir. Vous êtes championne d'escrime. Donc comment, effectivement, vous avez également engagé un projet qui, je ne sais pas s'il est déjà une entreprise ou s'il va le devenir. Et comment vous l'avez, effectivement, quel est ce projet qui aura un impact ? Alors bonjour à tous, donc moi c'est Margot Rifki, je suis en équipe de France d'escrime et encore athlète à l'heure. Et j'ai créé mon entreprise dont l'activité a commencé en septembre 2023. Donc, c'est une toute jeune entreprise. C'est une ESS. Et notre impact, en fait, c'est d'être engagé dans le bien vieillir. Donc, le public auquel je m'adresse, c'est les personnes âgées. Et en fait, j'ai adapté l'escrime aux personnes âgées pour pouvoir les aider à lutter contre la dépendance, maintenir l'autonomie, leur capacité fonctionnelle et aussi lutter contre l'isolement. Donc, je pense que, en tout cas pour mon projet, c'est vraiment l'essence même, l'impact, parce que c'est vraiment le cœur du projet d'impacter la vie du coup de millions de personnes. Alors, comment avez-vous choisi justement ce créneau-là, si j'ose dire, de se dire je vais faire amener des personnes âgées à faire de l'escrime plutôt que des enfants, je sais pas. Alors du coup, c'est une personne... C'est assez précis, donc c'est pour... Oui, c'est vrai que c'est un projet très précis. C'est une personne très inspirante qui m'a un peu insufflé l'idée, c'est ma grand-mère. Je lui rendais visite en EHPAD tous les mercredis après-midi. Et en fait, elle voulait systématiquement que je lui raconte l'escrime. Donc tout ce qui l'intéressait, c'est que je lui raconte mes compétitions, mes entraînements. Mais l'histoire de l'escrime, en fait, c'était vraiment ce sport qui la faisait rêver. Et quelques temps plus tard, j'ai appris que la Fédération française d'escrime proposait une formation pour pouvoir adapter l'escrime aux personnes âgées. Et donc, je me suis formée. Et en septembre 2023, j'ai commencé à intervenir en résidence autonomie et en EHPAD auprès de personnes âgées. Donc, le but était vraiment parce que je me disais, ma grand-mère aurait aimé faire ça. C'est ce dont elle rêvait. Et du coup, je me suis dit, c'est l'année olympique, c'est maintenant que je me lance et que je propose ces cours. Et en fait, c'est presque finalement les résidents, l'établissement, mais aussi les familles de résidents qui m'ont fait me lancer parce que je me suis rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir. Donc là, aujourd'hui, j'ai créé une formation avec différents modules. Et en fait, on a un impact sur 5 piliers. Le premier, c'est l'aspect physique, parce que c'est une activité physique adaptée, donc on permet de maintenir leur capacité fonctionnelle. Il va y avoir l'aspect cognitif. On fait un travail de mémorisation de gestes, mémorisation du vocabulaire escrime. Il va y avoir l'impact social, parce que les personnes âgées se sentent très souvent isolées. C'est 6,5 millions de personnes âgées qui se sentent fréquemment isolées en France. Et du coup, le fait de faire une activité en coopération, en collaboration, ils se réunissent et ils partagent des moments, et ça permet que derrière, ils sortent de leur chambre, ils ont envie de se retrouver sur d'autres moments. Ensuite, il y a l'impact culturel, donc l'aspect historique de l'escrime qui fait rêver. Donc, quand on est institutionnalisé, ça permet de pratiquer une activité avec le masque, avec le matériel. Ça les fait voyager. Et le dernier, c'est vraiment les personnes âgées qui me l'ont appris. Ils ne faisaient pas partie des piliers que je pensais intégrer dans ma formation, mais je me suis rendu compte qu'il y avait eu une réelle prise de confiance des résidents. Donc, au début, ils me disaient l'escrime, je ne suis pas capable, je ne pourrais pas faire ça. Et aujourd'hui, dans mon groupe de 10 personnes, j'ai 2 centenaires. Donc, ça fait 1 an qu'elles font de l'escrime maintenant. Et elles sont très capables. Et elles ont développé la confiance en soi. Elles ont développé l'esprit d'équipe. Elles ont développé aussi l'esprit de compétitivité. Elles se dépassent. Et en fait, il y a aussi l'aspect mental, du coup, sur ce projet. Et en fait, je suis partie vraiment d'un projet qui est né de l'histoire de ma grand-mère, qui aurait aimé faire de l'escrime. Et finalement, il a été médiatisé. Il y a eu beaucoup de demandes de la part de différents établissements, institutions. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans le projet entrepreneurial avec l'idée de former d'autres intervenants et de se déployer sur toute la France. Merci. Alors Guillaume, vous auriez pu faire autre chose que le slip français? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres activités? Pourquoi vous avez choisi le textile finalement, qui est en plus le truc pas très facile? Ouais, c'est un truc même assez dur. Moi, j'étais vraiment à votre place il y a 13 ans maintenant, chercher une idée, comme peut-être beaucoup d'entre vous, et j'en avais pas tellement.
Et je me dis, la mode, j'ai toujours bien aimé. À l'époque, Internet était vraiment en train de se développer dans la mode. Instagram n'existait pas en France quand j'ai démarré, pour vous dire un peu le dinosaure que je suis. La préhistoire. Exactement. Et donc, je me suis dit, la mode, il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée. Il y aura toujours des nouvelles marques. Et dans ce sujet d'impact, globalement, enfin, nos vêtements, on sait que c'est une des industries les plus polluantes. Et je crois que ça a été un peu dit par tout le monde. Je pense que l'entrepreneuriat, en plus de ça, quand on choisit un parcours à impact, ça prend du temps. Moi, ça fait 13 ans et je pense que je suis au début de l'histoire. Donc il faut démarrer dans un métier qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Quand on écoute ton histoire, on comprend que tous les matins, en fait, t'as la banane, tu sais pourquoi tu le fais et ça vous embarque. Et je pense que c'est ça le plus dur à créer, c'est créer des histoires qui vous ressemblent. On peut faire toutes les études de marché qu'on veut, avoir des super bonnes idées sur le papier. Si c'est pas votre idée que vous êtes capable de raconter nuit et jour quand vous en avez envie, quand vous en avez un peu moins envie, parce que ça, l'entrepreneuriat, vous êtes le premier vendeur et porteur de votre histoire. Donc si vous n'êtes pas motivé chaque jour par ce que vous faites, et que si c'est juste une bonne idée qui coche les cases business, en fait, ça marchera pas. Et donc, c'est ça qui est important. Et donc, moi, il se trouve que c'est le slip. Voilà. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Parce que, j'avais envie de lancer une marque de mode. Je trouvais que c'était cool. C'est un produit qui est petit, qui est léger, qui s'essaye pas. Et ça part d'une blague avec des potes où j'ai fabriqué 600 slips que j'ai ramené dans une bagnole de location. C'est une histoire improbable, mais c'est mon histoire, c'est ma rencontre. Et derrière, j'ai essayé de grandir avec ça. Mais je pense que vous êtes ici parce que vous cherchez soit votre idée, soit une validation de votre idée. Personne vous dira vas-y, c'est la bonne. C'est à l'intérieur. Si ça vous pousse assez fort, c'est que c'est la bonne. Et puis si c'est pas la bonne du premier coup, ça sera peut-être la bonne au coup d'après. Mais voilà, je me remets dans vos pompes et je pense qu'ici on vient chercher une validation de son idée ou une idée. Donc la bonne, c'est la vôtre. Mauvais raccourci, mais ça marche. Merci. Et Julien, vous êtes passé de la bière au colis. Ouais, tout à fait. Comment vous avez choisi la bière au départ et le colis ensuite Qu'est-ce qui vous a guidé ou Quand je suis sorti de la bière, j'ai écrit dans un document que je cherchais un projet qui soit sans grand import, c'est-à-dire que j'allais pas travailler avec la Chine ou des pays, en tout cas, où ça allait générer un mauvais impact. Je voulais un projet dont mes enfants soient fiers. Ils étaient fiers de la bière, mais ils n'en ont pas encore la connaissance. Je voulais, qu'est-ce que j'avais d'autre ? Un projet exponentiel où j'ai une équipe qui reste d'une certaine taille, mais que par contre je puisse augmenter rapidement mes volumes pour avoir de plus en plus d'impact. Bon, bref, j'avais 2-3 trucs comme ça et que j'étais prêt à m'investir dans le projet. Et puis pendant 6 mois, j'ai divagué à essayer de trouver des idées, des gens avec qui le monter. Et puis un jour, par rebond, on m'a présenté un mec, Victor, qui est aujourd'hui mon associé, qui est beaucoup plus jeune que moi, qui me renverse un peu dans tout ce que je dois faire personnellement, échanger pour aussi avoir de l'impact sur ma vie personnelle. Et depuis 26 mois, on est associés dans ce projet. Entre deux, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, écoute, depuis 6 mois, j'arrête pas de me mettre dans des projets, et puis je dépense de l'argent pour les commencer, et puis 48 heures après, je m'arrête parce que je crois plus au truc. Et donc je suis parti marcher pendant 10 jours, et je lui ai dit, si dans 10 jours je te rappelle, c'est que le projet m'intéresse et qu'il pourra me tenir 5 ans. Donc je suis parti, et effectivement, le truc m'a travaillé, et tous les matins, je me disais, tiens, j'ai envie de me lever pour ce truc. Et on est quand même dans un contexte de marché qui est compliqué. Je veux dire, je remplace du jetable par du réemployable. C'est plus compliqué, c'est plus cher, c'est le bordel, il faut les faire revenir. Enfin, voilà, c'est la vie de l'entrepreneuriat. Mais tous les matins, je me lève avec cette envie de changer les choses. Et step by step, au bout de 26 mois, je me rends compte qu'on a un peu plus de clients. On n'en a pas encore assez, mais qu'on avance. Et en tout cas, ça me maintient réveillé et ça continue de me motiver. D'accord, pour le coup, donc c'était un projet une idée qui n'était pas la vôtre, mais que vous avez trouvé. Voilà, que j'ai rejoint et puis après j'essaie d'incarner, de porter fièrement. Et Absatou, comment vous avez choisi ? Alors vous aviez une première vie, si j'ose dire, d'entrepreneur dans des instituts plutôt de beauté. Donc comment la nouvelle activité, vous l'avez choisie Moi, au début, quand j'ai lancé mes salons de beauté, je voulais détrôner L'Oréal. J'ai pas réussi. Oui, c'est un peu dur, mais bon, un jour peut-être. Non, je me cherche depuis 20 ans maintenant. Et depuis peu, je me réveille avec dans le ventre cette énergie juste géniale. Je me couche en me disant, je suis pressée de me lever. Et la journée, j'ai envie que ça passe moins vite tellement ça m'éclate ce que je fais. Et en fait, ce qui fait ça, c'est que j'ai enfin compris pourquoi je faisais les choses. J'ai eu en plus un parcours qui me permet encore plus de le dire, parce que je suis passée de l'entrepreneuriat aux paillettes de la télé, je suis revenue à la réalité, je suis repartie sur d'autres projets. Et puis j'ai passé beaucoup de temps en Afrique, au Sénégal, sur la terre de mon père.
Et quand je passais du temps sur les points de collecte avec les femmes qui avaient un enfant dans le dos, 40 degrés, et qui faisaient des tâches extrêmement pénibles, je me suis dit comment je peux être utile avec ce que je sais faire, c'est-à-dire mon business de cosmétique et mieux-être. Je parle même plus de bien-être, je parle vraiment de mieux-être. Et les rencontres humaines que j'ai fait à ce moment-là et l'impact que ça crée, la rencontre avec mes produits et ces gens-là créés, c'était juste magique pour moi. Je suis redevenue cette petite fille hyper excitée qui veut être la Oprah Winfrey et en même temps le slip français, de cartonner dans quelque chose qui m'excite. Parce que longtemps, en fait, j'ai été un entrepreneur qui était emprisonné dans une prison dorée. De l'extérieur, ça avait l'air canon. Tout le monde disait « Waouh, t'as réussi, c'est génial » et tout. À l'intérieur, c'était l'enfer. Ah oui. Et je détestais en réalité ce dans quoi j'étais, parce que je me levais le matin, j'avais 20 problèmes au lieu d'avoir 3 projets. Et aujourd'hui, j'ai un projet qui moi, en tout cas, m'excite. Et quand je vois un petit jeune qu'on a été prendre dans les milieux ruraux qui arrive dans notre usine à Dakar, qui a 2 heures de formation par jour pour s'éclater, et malgré les difficultés, parce que je le raconte comme ça, on ne peut pas vous raconter toutes les difficultés qu'on traverse en tant qu'entrepreneur. Si on va y venir aux difficultés. Ça fait partie du parcours, mais je crois qu'il nous faudrait quelques journées ici. Mais quand je vois le sourire de ce jeune qui dit « Vous m'avez redonné ma dignité parce qu'il a un contrat de travail, parce qu'il a 2 fois le salaire moyen, parce qu'il peut financer ses études, parce qu'il peut faire des choses dont il a le droit au rêve de nouveau », eh ben, je sais pourquoi je le fais. Et je suis heureuse parce que moi, c'est un peu ma renaissance. Je suis devant vous aujourd'hui. Je n'avais pas pris la parole depuis longtemps, mais mon business, je l'ai relancé depuis début septembre. Et toutes les personnes, pas toutes, mais beaucoup de personnes avec lesquelles j'avais travaillé reviennent parce qu'ils disent « On sent que ça y est, l'ADN est là, le projet est là et le sens est là. » Et oui, enfin, je peux dire qu'il y a du sens dans ce que je fais et c'est assez stimulant parce que si Dieu le veut, comme on dit chez nous, fin d'année prochaine, on devrait être à nos 1000 points de vente et ça, ce sera potentiellement à peu près 5000 emplois créés. Et ça, c'est génial. Merci. Alors Maxime, dans les dossiers que vous pouvez voir passer d'entreprises nouvelles ou en recherche de financement, est-ce que vous observez effectivement une tendance à toujours avoir des démarches analogues, d'avoir un impact, ou ça reste une minorité, ou c'est un impact où vous vous dites des fois, bon, c'est juste un peu de vernis pour faire bien? Non, on le revoit, on le ressent et on le voit de plus en plus. Je pense que ce qui a été souligné, et j'insiste sur ça aussi, c'est l'importance aujourd'hui, quand on entreprend, de donner du sens à ce qu'on fait. Et ça, on le voit, je dirais même pas de plus en plus, on le voit quasi systématiquement. C'est extrêmement important, Également les convictions qui sont portées par ces entrepreneurs, on est très attachés à ça, puisqu'on est aussi, nous, bourrés de convictions en tant que banquier de territoire. On a un rôle surtout aussi de tiers de confiance. Et pour ça, nous aussi, on s'est posé des questions à donner du sens à nos métiers et comment on peut accompagner ces entrepreneurs au quotidien. Et on le fait par 2 choses. La première chose, c'est comment on se veut être un tiers de confiance, mais on a aussi en tête toute la réglementation afférente à toutes les différentes activités. Donc, on veut se mettre aux côtés des entrepreneurs pour les aider à monter leur dossier, pour les orienter de la meilleure manière possible et pour aussi analyser les données techniques qu'il peut y avoir aujourd'hui dans toutes ces démarches, notamment vis-à-vis de la décarbonation. Et on crée des nouveaux métiers au sein de nos banques. On a créé en début d'année des nouvelles compétences d'ingénieurs, des conseillers techniques énergétiques qui sont au rendez-vous avec les chargés, les conseillers, mais également avec les clients, puisqu'ils ont un rôle important à jouer. Et puis, on a mis en place aussi, alors pour l'instant, pour les PME et les entreprises, des questionnaires ESG, sur tous les aspects environnementaux, de gouvernance et sociétaux, pour sensibiliser, acculturer les dirigeants, les entrepreneurs, pour savoir où ils en sont dans ces démarches-là, puisque pour nous, ça nous semble indispensable aujourd'hui dans tout type d'activité. On l'a mis en place depuis le printemps sur les agriculteurs, puisque ça a été dit au début, mais j'ai aussi ce marché-là, et ils ont des énormes impacts
Ils sont des entrepreneurs aussi. Et ils sont exactement, énormément, 24 heures sur 24, comme tous ceux qui sont ici. Et on va le décliner, ce questionnaire, pour accompagner l'ensemble de nos clients, à l'ensemble des professionnels, quelle que soit leur activité, quel que soit leur chiffre d'affaires, parce que tout le monde est concerné, la société évolue et tout le monde a un apport à faire dans cette démarche à impact. Et nous en sommes convaincus. Merci. Alors tout ça, je pense que ça ne va pas sans difficulté, bien sûr. Guillaume, quelle est la contrainte ou l'obstacle le plus terrible que vous avez rencontré, où vous allez me dire, c'est tous les jours, il y a des tas d'obstacles, enfin surmontables puisque vous êtes là, donc. Ouais, non, c'est très difficile l'entrepreneuriat. Sinon, tout mais le monde le ferait. vraiment la chose, en plus avec l'impact, en se disant, je vais faire une entreprise à impact. Quel est le truc qui vous êtes dit, oulala, là ça va être vraiment la montagne à franchir. Je dirais qu'il y a deux trucs. Il y a un vrai sujet de fond qui est, on souhaite tous collectivement des entreprises à impact, sauf qu'aujourd'hui, dans le contexte économique qu'on vit, la seule chose qui fait que votre boîte fonctionne ou pas de l'extérieur, c'est est-ce qu'elle est rentable économiquement. Et en vrai, on peut pas passer outre cette évidence. Et voilà, il y a beaucoup de choses sur les levées de fonds à impact, la comptabilité extra-financière. On rêve tous d'un monde d'après, post-Covid. La réalité, c'est que le monde d'après, il est quand même vachement comme le monde d'avant, et que voilà, on achète tous au plus juste, au bon prix dans nos habitudes. Donc c'est super dur de faire émerger des modèles différents quand l'analyse de la performance de votre boîte, elle est faite sur est-ce que oui ou non, elle fait de la croissance de chiffre d'affaires et de la rentabilité économique. Et ça, je crois que dans l'impact, c'est important d'être très 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 au clair là-dessus. C'est que si vous cochez pas ces deux cases, aujourd'hui, et peut-être qu'on a envie d'imaginer d'autres modèles et que les banquiers peuvent porter ça, aujourd'hui, à mon sens, le danger, c'est de se dire je fais tellement d'impact que je peux passer outre ces critères-là. C'est pas vrai, vous irez dans le mur. Et je crois qu'il vaut mieux se le dire dès le départ en disant ok, on peut imaginer un impact fort, mais comment avant tout on fait une boîte qui est pérenne, qui sera là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, parce que sinon vous n'aurez pas les moyens de financer votre impact. Et c'est vrai que nous on est aujourd'hui... c'est tout le paradoxe. Ouais, c'est tout le paradoxe. C'est entre ce qu'on a tous envie et la réalité de tous les jours. C'est que aujourd'hui nous on est la plus grande entreprise à fabriquer 100% en France, on est entreprise à mission, on est labellisé B Corp. C'est pas pour ça que les gens font la queue devant nos boutiques pour acheter des slips made in France plus chers qu'ailleurs. Par rapport à Calvin Klein qui va vous mettre des super beaux gosses de toute la planète en 4x3 sur Saint-Lazare. Il vend Calvin Klein son pack de 3 slips 45 €. Moi, je vends le pack de 3 slips 57. Et je fais des blagues et on fait des communications marrantes. Mais la réalité, et c'est pas un jugement, c'est que les gens achètent beaucoup Calvin Klein et que ça cartonne. Et c'est fait en Asie, à l'autre bout du monde, dans des conditions qu'on n'a pas forcément envie de voir. Et ça fait beaucoup de marge. Donc voilà. L'enjeu de l'impact, c'est... D'où l'importance d'être pour vous super aligné, parce que tu l'as dit Absatou, notre vie d'entrepreneur c'est que des galères tous les jours. Vous démarrez, vous allez à contre-courant de tout, vous faites tout différent. Donc c'est galvanisant, c'est sympa, on se marre, mais la vraie vie c'est que c'est quand même difficile. Donc si vous n'êtes pas vraiment aligné avec vous-même, et du coup mon deuxième point, la plus grande difficulté, c'est vous en tant qu'entrepreneur, comment est-ce que vous avez la ressource et que vous avez les bons associés, la bonne équipe et la bonne idée pour chaque jour vous dire en fait j'y vais, et transformer ça en combat positif qui vous anime et qui vous fait grandir. Et c'est super dur, mais à la fin, voilà, moi je crois que quand je serai grand-père, j'aurai des choses à raconter. Je me marre, j'ai des sueurs froides, j'ai beaucoup de doutes, j'ai beaucoup de galères, mais à la fin, quand on arrive à surmonter ça et qu'on a des résultats positifs et qu'on les doit qu'à nous-mêmes, qu'à son équipe, qu'à son travail, c'est le kiff absolu. Mais c'est vrai que moi, ça m'arrive souvent qu'on me pose la question, vous n'êtes pas fatigué, Guillaume, au bout de 13 ans de défendre le Made in France ? Je leur dis en fait, vous posez pas la question de bon sens. Non, je suis pas fatigué, j'ai un combat auquel je crois et tous les matins je me lève, je sais pourquoi. Et vous ? Voilà, mais ça c'est panache, faut aller le chercher. Donc voilà, il y a des jours, comme tout le monde, je suis fatigué, j'ai pas envie, j'en ai marre. Mais le job d'entrepreneur, c'est de se dire que quoi qu'il, on passe la seconde et on y va. Donc vraiment, encore une fois, je vous remets la responsabilité à vous. Vous êtes ici parce que vous venez valider une idée, vous la cherchez. Vous gourrez pas parce que faut filer droit, quoi. Merci. Margot, vous, la grande difficulté ou la plus grande, je sais pas, qu'est-ce qui a été le plus difficile ou l'obstacle où vous vous êtes dit, bon là ça va être coton? Et je vais rejoindre un peu Guillaume, mais j'ai l'impression que quand on a un projet qui est très humain ou qui va être impactant, on va parfois être associé un peu à de l'associatif, comme si ce qu'on proposait, c'est un peu du bénévolat. Et en termes de crédibilité, surtout au niveau des investisseurs, ils vont parfois avoir l'impression que le projet, comme on va forcément, quand on est engagé comme sur des projets comme ça, on va avoir un discours très très humain. Ils vont moins se sentir rassurés par le projet
Et c'est assez difficile, en tout cas, moi j'ai rencontré cette difficulté-là de montrer que, en fait, plus on est engagé, en tout cas c'est le cas pour mon projet, plus je suis engagée, plus les personnes qui vont travailler avec moi elles sont investies. Mais aussi, mon objectif, moi, c'est d'avoir un impact sur les personnes âgées. Plus le projet va se développer et plus la croissance de la boîte va grandir. Et en fait, ça va de pair. Et c'est vraiment l'impact qui va permettre à mon entreprise, en tout cas, de grandir, d'avoir un chiffre d'affaires de plus en plus grand. Et ça, c'était quand même une petite difficulté, c'est de vraiment montrer, comme disait Guillaume, que on peut avoir de l'impact, mais qu'il y a un aspect économique derrière et que c'est vraiment viable et que l'un n'empêche pas l'autre, voire même que l'impact peut être la chose qui permet de se démarquer de la concurrence, mais aussi d'avoir un super rendement. Et malgré tout, qui avez-vous du mal à convaincre, des investisseurs ou des clients potentiels ou... Alors les clients, non, c'est une très bonne chose. Les clients, j'ai eu beaucoup de chance parce que avec l'année olympique, j'ai été très médiatisée. Ah oui, grosse pub là, c'est bien ça. Exactement, donc sur le projet. Et d'ailleurs ça, je reviens un peu là-dessus, mais pour la petite histoire, il y a ma mère qui est dans la salle. Et quand j'étais jeune, je voulais jamais qu'elle parle de l'escrime. Donc, alors, pour le coup, ma grand-mère, elle voulait tout savoir, mais ma mère, je voulais pas qu'elle dise aux gens « ma fille est en équipe de France, elle a des médailles ». C'était quelque chose qui me gênait beaucoup. Et avec la médiatisation, c'était un peu pareil, c'est quelque chose qui me gênait pas mal. Et cette année, j'ai eu le droit à M6, RTL, enfin vraiment, je pense, 4 ou 5 chaînes de France Télévisions qui se sont intéressées à mon projet. Et bizarrement, j'ai pas été gênée du tout. En fait, c'était l'inverse. J'ai été hyper fière parce que ce projet, il a beaucoup de sens, parce que je porte et j'incarne le projet, parce que je me sens alignée avec ça. Et ça veut pas dire que je me sens pas alignée avec le sport de haut niveau, mais en tout cas, tout ça pour dire vraiment que quand on incarne nos projets, qu'un projet à impact, ça va forcément avoir des retombées parce que du coup, les médias se sont intéressés. Donc, j'ai reçu énormément de demandes de la part de clients. Et aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une demande qui est trop grande que je peux pas assurer moi, que le projet il peut se développer et que je peux former d'autres personnes et me déployer sur tout le territoire. Donc le plus difficile, ça a été de vaincre votre réticence à passer à la télé. Non, alors pour les investisseurs de la salle, c'est un projet qui a été totalement autofinancé. Et du coup, c'est vraiment ce que je disais au début, c'est que j'ai eu l'impression, même au niveau des médias, qu'on me présentait comme une athlète de haut niveau qui faisait une bonne action. Et en fait, c'était... En fait, non, vous êtes une femme d'affaires. Exactement. Non, en fait, c'est vraiment un projet à impact. C'est-à-dire que c'est un projet entrepreneurial. C'est un projet qui a une visée de reconversion, parce qu'après ma carrière, il faudra que je vive, mais avec des valeurs et du sens et des choses qui me portent. Merci. Julien, vous, quel est le truc difficile ça a été de vous décider pendant 10 jours de marche ou vraiment l'obstacle jusqu'à présent qui a été le plus compliqué? Alors, c'était pas ça, parce que j'avais effectivement envie de redémarrer un truc. Et non, ce qui est dur là, c'est mon constat en ce moment, de me dire que ça fait 2 ans que je bosse pour cette boîte. J'estime que l'équipe est prête, les produits sont prêts, on sait vendre. Il y a plein de trucs encore à affiner, tout n'est pas si facile. Par contre, en face, il y a une méconnaissance des entreprises versus une loi qui démarre le 1er janvier 2025 et qui va imposer aux entreprises d'avoir 7% d'emballage réemployable pour toutes les boîtes de plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et toutes les entreprises en 2027. Donc, les boîtes ne connaissent pas cette loi, donc il y a une vraie méconnaissance. Les services RSE, généralement, on leur apprend. Pareil pour les gens de la supply. Et c'est dans 105 jours que cette loi est censée démarrer. Il n'y a toujours pas de sanctions et donc pas de pression spécifique des entreprises à changer. Et donc ça, c'est le truc qui est un peu dur. On est prêt, mais le marché en face, il répond pas encore et la pression n'est pas encore là. Donc est-ce que mon projet, c'est un projet qui va démarrer dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Et c'est ça la difficulté, c'est le cash qu'on va avoir pour tenir et que les changements se fassent réellement. Donc, le conseil, en tout cas aux entrepreneurs, c'est de se dire de bien valider l'adéquation du marché et sa capacité à arriver rapidement pour avoir de l'impact, parce qu'on veut tous en avoir, mais dans les entreprises, le constat est qu'on a parlé à, une centaine de grandes boîtes et on reste des projets sur lesquels on y pense, mais c'est pas encore dans le pipe et c'est pas encore pour cette année. Vous, Absatou, donc, est-ce qu'il y a le gros obstacle que vous avez pu rencontrer ou que vous voyez venir, peut-être? J'en vois venir plein. Bon. Le plus gros obstacle, je dirais, d'abord, c'est de créer un écosystème qui corresponde à ce que l'on veut faire.
C'est-à-dire avoir les partenaires, les clients en général, on les a plus vite que le reste, mais les partenaires, le banquier, les fournisseurs, etc., qui collent à votre vision et qui ne sont pas dans le washing, dans l'impact washing, donc qui ne sont pas juste dans le discours, mais qui sont dans l'acte. Ensuite, je dirais, c'est d'être résilient tout le temps. Parce que quand on veut créer une entreprise à impact, il va falloir être résilient. Il va falloir comprendre que ce qu'on essaye de faire, c'est bouger les lignes, c'est bousculer les choses. Et on va se prendre un sacré nombre de portes, donc ça, c'est pas évident. Et dans mon cas, en tout cas, la principale difficulté, c'est que pour devenir l'entrepreneur à impact que je suis aujourd'hui, je me considère vraiment comme tel, il a fallu que je passe par des montagnes russes et un certain nombre de difficultés d'entrepreneurs et d'échecs. Et quand vous vivez des échecs, on peut dire ce que l'on veut, on peut vous servir la soupe que l'on veut, les gens ne l'acceptent pas. Vous l'acceptez, vous êtes passé par les burn-out, les difficultés, les galères, le plantage de boîtes, etc., etc. Vous avez réussi à être résilient, à vous relever de tout ça, mais en face, vous avez des gens qui n'acceptent pas que vous soyez relevé de tout ça. Vous avez échoué, c'était votre première boîte, votre deuxième, peu importe. Il faut rester à terre et loin de tout ça. J'aurais pas le même type de problématique si j'étais dans une culture d'entreprise anglo-saxonne qui ne visionne pas, qui voit pas du tout l'échec de la même manière. Mais dans l'environnement dans lequel j'évolue et dans lequel j'ai créé, déjà, j'étais un peu un ovni parce que j'avais pas fait de grandes écoles, j'avais pas fait les grandes écoles de commerce, etc. Ils ont encore pas compris que entreprendre, il n'y a pas vraiment d'école pour ça. Il y a le terrain, surtout. Il y a l'école de la vie, beaucoup. Et puis ensuite, il y a le terrain qui va vraiment vous apprendre au quotidien à être capable de savoir ce que c'est qu'un bon directeur financier, un bon directeur commercial, un directeur marketing. Et puis vous-même de savoir un peu piloter tout ça. Moi, j'ai eu à l'apprendre. J'ai pas fait de grandes écoles au départ. Et puis ensuite, c'est une fois qu'on a compris ça, c'est quand on arrive devant des banquiers à un moment, pardon, mais je parle pour toute la profession. Non, attention, attention, soyons clairs. L'entrepreneur, le banquier, il n'est pas là pour prendre les risques à votre place. Il est là pour vous accompagner. Donc, c'est pas lui l'entrepreneur, c'est vous. Donc, vous pouvez pas lui faire porter la responsabilité de ce que vous faites et de ce que vous êtes. En revanche, effectivement, quand on a vécu l'échec, et tous les entrepreneurs qui ont vécu des échecs en France, qui ont été fichés, qui ont eu toutes ces problématiques-là, vous diront qu'il n'y a plus aucun banquier qui vous installe dans son bureau. Il vous dit bonjour de loin, mais il vous installe plus dans son bureau. Et sans argent, vouloir impacter les choses, c'est difficile. Donc, il faut se réinventer. Moi, j'ai toujours appris à me réinventer. Ça prend du coup plus de temps. Et on a une ambition qui est là, avec une envie de croissance et d'atteinte d'objectifs qui est là. Mais en face, on n'a pas tous les outils pour le faire. C'est pour moi la principale difficulté. Et il faut que ce soit entendu. Avant de devenir un entrepreneur à impact, on tombe dans l'escalier. Le jour où on arrive au sommet, c'est pas à ce moment-là qu'on a besoin d'avoir tous les partenaires à côté. C'est pendant cette montée-là pour nous ressourcer en eau, en oxygène, en énergie, etc. Donc pour moi, ça a été vraiment la difficulté majeure. Personne non grata. C'est comme ça qu'on dit persona non grata. Il faut rajouter le A. Guillaume voulait rajouter quelque chose. Je voulais juste rebondir parce que j'ai vécu les mêmes genres de dynamiques que toi, et voilà, et peut-être à votre place vous dire qu'en fait, quand on a l'impression de loin que c'est facile, en fait, c'est tout sauf facile et on en prend plein la tronche. Il faut transformer ça en moteur positif, mais on appelle ça le courage, je crois. Donc, voilà, chapeau à toi et vraiment prenez. On a l'impression que c'est facile quand on est entrepreneur, qu'on avance, mais en fait, il n'y a pas un jour qui est facile. Mais c'est cette difficulté. Par le travail, elle est bien surmontée par votre capacité à avoir les bonnes idées, à apprendre à vous connaître, bien vous entourer. C'est comme ça que vous allez péter les scores et vous serez super fiers de vous. Et je crois que c'est ça c'est ce moteur-là qu'il faut réussir à mettre en route. Et juste pour mon voisin, il y a des entrepreneurs qui rencontrent des banquiers qui changent leur vie. Ça a été mon cas au tout début. Il y a eu des fois où j'ai rencontré des banquiers qui m'ont changé ma vie d'entrepreneur. Un banquier, c'est pas un métier, c'est un homme d'abord. Et si vous avez la chance d'en avoir un qui croit dans votre projet, il bousculera les montagnes aussi et il devient entrepreneur avec vous aussi. C'est assez important de le rappeler. Voilà. Je partage totalement. Donc, Maxime, donc vous êtes capable de faire bouger les montagnes si le projet vous semble... Écoutez, oui, je pense que c'est aussi notre rôle. On finance l'économie locale. Donc, si on ne croit pas dans les entrepreneurs de notre économie, alors que notre but c'est de développer le territoire, et comme je l'ai dit, on a un vrai sens de l'utilité au sein du Crédit Agricole. Donc, on est très attaché à ça. Et je souligne deux choses. La première, merci
Absatou, pour ce témoignage. Et oui, c'est bien une histoire d'hommes et de femmes, puisque c'est une relation de confiance qui se tisse dans la durée, mais parce que aussi, on voit en face de nous des gens qui sont animés dans le bon sens, convaincus que leur projet va changer la donne. Et ça, déjà, c'est quelque chose qui nous plaît, puisqu'ils parlent avec leur tripes. La deuxième chose, ce que disait Guillaume, je le partage totalement. Un entrepreneur à impact, c'est quelqu'un forcément créatif, plus créatif qu'un autre, je ne sais pas, parce qu'il y a des entrepreneurs qui ne sont pas impact, qui sont très... Il peut être plus créatif dans la mesure où il se pose des contraintes supplémentaires par rapport à un business plus classique où je veux acheter mes slips en Chine et puis basta. Je pense que je mets plutôt, moi, plus déterminé et avec des convictions plus profondes sur l'importance de faire vivre l'économie locale. Je suis plutôt orienté comme ça et le fait que les entreprises qui recherchent à réussir, elles sont obligées d'inventer de toute façon des solutions pertinentes, des solutions habiles pour pouvoir trouver la rentabilité, pour pouvoir rebondir, pour pouvoir être pérennes. Juste une chose, puisque il n'y a pas que les entrepreneurs aussi qui se remettent en question, il n'y a pas que les entrepreneurs qui se posent des questions sur l'impact qu'ils peuvent avoir sur la société. Et donc aujourd'hui, je représente la banque dans laquelle je suis, qui est le Crédit Agricole Île-de-France, et on a aussi la volonté de répondre à tous ces enjeux. On a créé en début d'année un nouveau métier qui est une filière transition, j'en ai parlé un peu tout à l'heure avec des profils d'ingénieurs, et là on est en train de créer une filière santé et bien vieillir. Deux éléments majeurs de notre société. Elles ont pour vocation à développer de nouvelles approches, de nouvelles offres. On va aussi sans doute faire évoluer notre modèle distributif pour accompagner les évolutions sociétales comme les transitions énergétiques ou encore le vieillissement de la population. Je pense que c'est important aussi, et c'est pour ça que je suis très fier d'être aux côtés de ces 4 entrepreneurs, c'est qu'on est tous concernés, et les grands groupes, dont celui que je représente aussi. Merci. Alors on a déjà abordé, mais c'était la question de la rentabilité. Ça veut dire qu'effectivement il y a un choix au départ de gagner peut-être moins que si on avait un autre business model. Comment, Guillaume, c'est un choix effectivement que vous avez fait dès le départ et assumé. Et malgré tout, c'est comment vous arrivez à le tenir ou... Ouais, c'est le. Vous êtes toujours là, donc c'est que je suis toujours là, mais vous ne perdez pas d'argent. Mais il faut qu'on arrive à embarquer le grand public avec nous, avec moins de moyens, moins de budget marketing. Ouais. Nous, l'équation, elle est simple. On fabrique tout en France. Donc, pour un slip qu'on va vendre 25 €, on va l'acheter tout compris à l'usine 10 ou 11 ou 12 €, entre 10 et 12 €. Là où si on le fabriquait au Portugal, on l'achèterait 7. Si on le fabriquait en Chine, on l'achèterait 3. Donc voilà, c'est des ordres d'idées qui sont, quand on en vend 500 000 par an, ça va très 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 vite. Donc voilà, aujourd'hui je pilote une entreprise qui est à peu près à l'équilibre économique. On fait les bonnes années 500 000 € d'EBITDA, les mauvaises 250. C'est très fragile, quoi. On est une petite boîte fragile. Donc nous, notre enjeu, c'est d'arriver à passer un cap de volume pour arriver à écrire une histoire vraiment pérenne dans le temps. Une entreprise qui est capable de financer son site d'activité, son stock, voilà, qui a un peu de cash devant elle. Et aujourd'hui, malheureusement, dans l'écosystème financier au sens large, quand on est petite boîte, pas très rentable, 100% Made in France, textile, et effectivement, c'est plutôt un dossier qui est plutôt orange murmure s'il n'est pas rouge, quoi. Donc voilà, et c'est la contradiction qu'on disait tout à l'heure, c'est comment inventer des nouveaux modèles économiques quand aujourd'hui la seule lecture de financière des choses, c'est est-ce que la boîte est rentable. Donc aujourd'hui on est tout juste à l'équilibre, donc d'où notre enjeu, notre remise en question permanente où on a changé de modèle cette année en baissant les prix avec un vrai effet volume pour aller chercher nos fameux 400 000 de la campagne Révolution que vous avez peut-être vu passer. On a divisé nos prix de vente par 2 en disant en fait si on garde un prix de vente à 40 €, on restera une marque cadeau un peu gadget, on doit devenir la marque d'équipement de tous les Français. On va diviser le prix par 2, ce qui est quand même... Au bout de 13 ans, quand on a lancé sa boîte, on se dit on va péter le prix de vente par 2 en espérant en faire au moins 2 fois plus de volume. Coup de bol non, beaucoup de travail, on fait plutôt x3 ou x4, donc pour l'instant ça paye, mais j'invente, effectivement, je suis créatif parce que je sais pas où je vais, parce que personne ne fait ce qu'on fait, et ce qui est terrible, c'est que tout le monde dit c'est super, allez-y, mais la réalité des chiffres fait qu'on est la plus grande boîte 100% Made in France, mais on fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est tout petit, quoi. Donc voilà, l'enjeu c'est d'inventer des choses. Je suis sûr que dans le temps long,
Mais c'est un peu la même question que ce que tu disais. Est-ce que ça va être dans 3 ans qu'il y aura vraiment des financeurs à impact qui se diront OK, il n'y a pas de rentabilité court terme attendue, on va regarder votre nombre d'emplois et les économies carbone, et on va vous prêter de l'argent là-dessus, et même on va vous rémunérer là-dessus. Aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est pour ça que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça n'existe pas. Il ne faut pas se dire peut-être. Non, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, il faut faire des boîtes rentables qui ont un impact en se disant que peut-être, avec le temps, il y aura d'autres leviers, d'autres logiques qui vont arriver, mais moi, je ne les vois pas arriver demain matin. Donc c'est tout l'enjeu. Merci. Et vous, Julien, vous avez ce même souci de la rentabilité, bien sûr, mais comment vous gérez ce paradoxe, justement ? Bon, aujourd'hui, on ne fait que cramer du blé. Hein. Alors, effectivement, c'est le vrai sujet de tenir. Alors, heureusement, il y a quand même beaucoup d'organismes, je pense notamment à Citeo, l'ADEME, l'ECO, qui sont des centres qui collectent de l'argent des entreprises, qui ensuite le remettent à disposition d'entreprises comme la nôtre pour faire avancer des projets. Donc on a eu beaucoup de financement, on est allé chercher du financement, j'ai mis du financement. C'est dur, il faut tenir. On est en train de relever des fonds, mais effectivement, on n'est pas encore dans un point où on aura la rentabilité. Mon vrai sujet aujourd'hui, c'est déjà de valider les fonctionnalités, le besoin du produit et que ça corresponde à un marché. Et après, on se dit qu'on se débrouillera pour arriver à trouver le bon pricing pour le fabriquer, pour faire tourner la boîte. Mais de déjà valider qu'il y a une vraie intention des clients. Mais le sujet des fonds est compliqué. J'ai tenté là, pendant longtemps de trouver des leveurs pour nous accompagner sur le sujet, mais ils sont tous dans l'attente d'un gros contrat. Donc c'est dur. Voilà. Ayez les reins solides demain si vous entreprenez là-dedans, parce que il y a un vrai différentiel entre ce qu'on peut entendre sur les levées de fonds et autres, et quand ça concerne l'impact, il faut quand même qu'il y ait un peu de contrat derrière pour que ça fonctionne. Merci. Absatou, vous avez effectivement aussi ce problème de rentabilité comme tous les autres. Comment vous en débrouillez pour l'instant et comment vous voyez les choses à venir dans l'avenir? Sur le business sur lequel je suis, c'est des belles marges. C'est la cosmétique, c'est les super aliments, etc. Tout à l'heure, vous avez dit, est-ce qu'on fait le choix de gagner moins non, on fait le choix de gagner mieux. C'est ce que je vous disais. Nous, quand on prend... parce qu'on produit aussi en Afrique. Alors, Afrique, on se dit, ça va être pas cher, ça va être ceci, cela. C'est nous qui changeons aussi les règles. C'est-à-dire quand on arrive, on refuse de payer un jeune 120 € et on va le payer au-dessus pour rétablir une nouvelle norme. Donc on fait le choix de gagner peut-être moins, mais on fait le choix de gagner mieux, parce que celui qui a été sous le soleil récupéré, la matière première, il vit mieux. Et donc on pourra compter sur lui aussi plus longtemps, parce qu'il sera plus content. Donc on fait des choix pour gagner... sur la question, en tout cas, de gagner moins bien sa vie, non. Moi, je la gagne mieux quand je sais qu'à la fin, c'est une chaîne de valeur humaine qui se met en place, où chacun, encore une fois, est rémunéré à sa juste valeur. C'est pas parce que c'est l'Afrique aussi, par exemple. Je dis Afrique, mais je produis aussi en France sur une grosse partie, donc la partie skincare. C'est important de dire aussi... sur des jeunes en formation, plutôt que de leur mettre la pression comme on voit sur l'hyperproduction dans plein de sociétés, je vais mettre 2 jeunes là et ils vont avoir un peu plus de temps pour produire. Ils vont me sortir un produit de très belle qualité, mais je leur mets pas la pression de la rentabilité, justement. Ça, je le calcule dans ma marge, dans ma rentabilité. Donc à la fin, effectivement, c'est ça aussi l'impact. C'est de se dire, on va accompagner ces gens-là, on va prendre du temps et à la fin, ils seront hyper performants, ils pourront en former d'autres aussi et ainsi de suite. Donc le sujet de la rentabilité, de toute façon, quand on redémarre un business ou qu'on démarre un business, il ne faut pas espérer être rentable demain. Moi, je me souviens, mais un jour début, quand même. Un jour, c'est évident. Moi, quand j'ai lancé au début, je disais, oh là là, dans 3 ans, on est millionnaire. Non, pas du tout. On peut être millionnaire, faire beaucoup de chiffre d'affaires et zéro résultat. Et ça, il faut se le rappeler aussi. Donc aujourd'hui, moi, en tout cas, j'ai fait le choix de... J'ai une entreprise qui, normalement, parce qu'entre le nord et le mallement, il y a toutes les galères. Et donc, à la fin, exactement. Moi, j'ai fait le choix de me dire, je vais faire moins de rentabilité, mais je vais réinvestir pour créer une pérennité. Donc, je fais d'abord le choix de la pérennité et ensuite, après, je verrai pour devenir millionnaire avec, entre les deux, toujours les mêmes galères. Merci. Alors, dernière question un peu pour la gratter peut-être, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut envisager de créer une entreprise sans avoir
l'idée d'avoir un impact dans une activité? Est-ce qu'on peut faire une entreprise normale qui fait plein de choses qui n'ont pas d'impact? Ou est-ce que d'un point de vue strictement de marketing, il est nécessaire de pouvoir afficher quand même quelque chose de vertueux? Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui peuvent monter des boîtes très très profitables en ayant rien à foutre. Hein. Les Shein, Temu et autres, ils se posent pas trop de questions. Je pense effectivement plutôt ici. Après, on peut créer. Et ici aussi, je pense que dans plein de métiers, voilà, il y a des gens qui ont des parcours différents et qui sont pas animés par les mêmes convictions. Donc oui, des boîtes qui gagnent beaucoup d'argent en se mettant moins de contraintes. On revient à ce qu'on disait au début. En fait, tout revient à où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et moi, je vous cite une question. J'ai eu la chance de rencontrer Jacques Séguéla il y a 15 jours. Il m'a dit, je pose toujours cette question aux gens que je rencontre. Il dit, quelle est ton âme? Elle est balèze, la question. Ah, oui, donc voilà, je crois que la vraie question, quand on démarre un parcours entrepreneurial, c'est ça. C'est en fait qui tu es et où tu vas. Et derrière, tu fixes ta réussite en fonction de ça. Est-ce que la réussite, c'est d'être millionnaire et d'avoir un... C'est plus la Rolex pour ces gars. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, tu sais qu'il disait que ce truc-là, parmi tous les slogans qu'il a invités, on lui passait pas mal. Mais ouais, c'est intéressant d'ailleurs. Mais en tout cas, moi, je trouvais la question assez cool. Ouais. Quelle est ton âme? Et te dire, si t'as pas la réponse à ça, te lance pas dans un projet entrepreneurial parce que si t'es pas très clair sur ça, ça va être compliqué. Donc, est-ce que mon âme, c'est le slip? J'en sais rien. Mais ouais, en tout cas, de faire les choses, pour mon cas, avec passion, avec panache, de faire des choses qui ont du sens pour moi. Et je pense que encore une fois, je pense qu'il y a vraiment on peut démarrer une boîte où on se met pas toutes ces contraintes, vous allez bien gagner votre vie. Et ça peut être une option. Mais si vous êtes dans cette salle avec le titre de cette conférence, c'est que déjà, vous êtes foutus. Je suis désolé. Donc, Mais voilà, après, c'est quelle est la réussite pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et est-ce que vos enfants seront fiers de vous? Est-ce que vous serez fiers de vous? C'est pas une petite question. Margot, est-ce qu'il faut... L'impact est obligatoire aujourd'hui ou on peut créer une entreprise sans impact? Non, je rejoins... mon collègue, mais je pense qu'on peut créer une entreprise sans impact, mais que l'impact, c'est peut-être ça qui va permettre de durer dans le temps. Comme tous les entrepreneurs de cette table l'ont dit, on va rencontrer pas mal de difficultés, d'échecs, et que je pense sans impact, c'est peut-être plus difficile de porter un projet sur le long terme. Donc, vis-à-vis de cette question-là, si le projet il a du sens, ça sera plus facile de se relever des difficultés. Julien, votre mot de la fin, bien sûr. Il faut juste pas que ce soit le truc l'axe primordial de votre boîte, parce que c'est pas du tout là-dessus que ça tourne. On s'est trompé un peu nous sur les premiers mois avant de ça, et en fait, ça marche pas. C'est la cerise sur le gâteau, l'impact. Mais ayez du ROI, ayez des vrais avantages pour vos clients, apportez de la valeur, et puis si vous avez de l'impact, c'est bien, c'est la dorure. Mais en tout cas, on ne vend pas aujourd'hui là-dessus, et malheureusement. Est-ce qu'on en viendra un jour ou pas? Pensez. J'espère. Absatou, donc est-ce qu'effectivement on peut créer une boîte sans impact ou... Je crois que Margot, elle l'a dit, c'est à l'image de son parcours. C'est que quand on veut être un champion, il faut qu'il y ait du sens, il faut qu'il y ait de la passion, si on veut que ça dure dans le temps. Sinon, on fait un sport et puis à la fin, à un moment, ça s'arrête parce qu'il n'y a plus justement ce qui vous nourrit, ce qui vous stimule. Je crois qu'elle l'a très bien dit. Moi, je pense qu'on ne peut pas créer une entreprise aujourd'hui qui n'est pas une entreprise à impact d'une manière ou d'une autre, parce que vos clients vous le reprocheront, parce que vos clients n'achètent pas plus un produit aujourd'hui. Il y en a certains qui achètent un produit aujourd'hui par nécessité ou autre, mais dans le monde idéal, ils veulent acheter une histoire, ils veulent acheter quelque chose qui est plus global et qui impacte non pas que leur quotidien de manière égoïste, mais un peu plus large. Et ils veulent savoir qui a produit, comment ça a été produit, etc. D'ailleurs, on voit les procès qui sont faits à Shein, Temu, etc. et qui sont tout à fait légitimes quand on voit dans quelles conditions c'est fait. Donc moi, je crois que non, et qu'on doit se battre pour que justement les entreprises qui perdurent, qui durent, qui deviennent les championnes de demain ne soient pas celles qui ont que des capitaux et qui fonctionnent comme des dingues, comme Temu, Shein et autres, mais des entreprises qui impactent le quotidien de gens, de héros anonymes qui au quotidien se battent et font en sorte que le produit que vous consommez vous rend la vie belle, mais leur rend la vie belle aussi. Voilà. Merci. Maxime, le point de vue du financier là-dessus.
Oui, alors moi, mon point de vue, ce qui est sûr, c'est que nos clients recherchent de plus en plus de conseils, nous posent beaucoup de questions, cherchent des leviers, des partenaires également pour mettre en avant cette démarche d'impact, et ça a du sens. Je rejoins une nouvelle fois, décidément on a bien fait de se mettre à côté, ma voisine, faut pas hésiter, je suis là pour ça aussi. En tout cas, c'est une réponse aux besoins clients dans la grande majorité des cas. C'est une réponse aussi à certains fournisseurs, parce que certains fournisseurs ont de plus en plus d'exigences. Et puis, c'est aussi un impact en termes d'image, en termes de pérennité et aussi en termes d'attractivité. Puisque beaucoup, alors, pas que les jeunes générations, mais les jeunes générations sont très sensibles aussi pour travailler dans des boîtes qui donnent du sens. Des boîtes qui ont vraiment un impact sur la planète ou sur la société. Et moi, j'en ai une de 10 ans à la maison et je peux vous dire que déjà, elle est déjà sur le sujet. Donc, je suis assez convaincu. Merci. Cette conférence touche à sa fin, mais s'il y a des questions, on va prendre plusieurs minutes pour les poser. Donc, il y a des micros. Première question est toujours un peu plus compliquée à y chercher, mais après ça marche. Ce sera beaucoup plus simple. Non ? Allez, allez-y. Bonjour. Alors moi, je suis dans un parcours entrepreneurial actuellement, donc je me reconnais dans pas mal de profils. Je sais que ce que j'ai créé aura certainement un impact, mais effectivement, le côté trouver des investisseurs, c'est, je crois, le plus gros parcours du combattant. Trouver l'idée, voilà, une fois qu'on a trouvé l'idée, mettre en place l'idée, faire les actions qu'il faut pour mener ce projet, en tout cas à terme. Et ensuite, on se retrouve face à cette question de comment maintenant on va produire et faire en sorte que ça puisse se déployer, se développer. Comment on va faire ? Et là, donc, c'est là qu'on va toquer aux portes des investisseurs. Et c'est là, pour moi en tout cas, qui est la plus grosse difficulté. C'est voilà, j'ai déjà investi tout ce que je suis, tout ce que j'ai. Et maintenant, est-ce que vous pouvez me suivre ? Comment on peut faire en sorte, voilà. Alors, comme vous me regardez, j'ai l'impression que cette question est pour moi. Ah ben, sur cette scène, il n'y a que vous qui avez de l'argent. Plus sérieusement, on travaille en proximité avec tous les réseaux associatifs d'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Initiative Île-de-France, Réseau Entreprendre, France Active Métropole. Et donc, on est en contact tout le temps avec eux, dans chaque département, avec des antennes dédiées, en fait. Et on travaille main dans la main, parce qu'on sait que les entrepreneurs qui sont au sein de ces associations sont bien accompagnés, ont un taux de pérennité beaucoup plus fort au bout de 3 à 5 ans. Et nous faisons partie également des entretiens qui peuvent y avoir pour aider à à challenger le business plan, à challenger vos idées. On fait partie de ces... Alors, ça s'appelle des jurys dans les comités, mais c'est vraiment pour aider et accompagner les entrepreneurs. Et donc, le premier conseil que je vous donnerais, c'est, si ce n'est pas déjà fait, c'est d'être au sein de ces associations, puisque ces gages, généralement, ces gages de pérennité, ces gages de sérieux aussi dans l'accompagnement, il y a des entrepreneurs, des dirigeants, des grands dirigeants qui viennent, qui prennent de leur temps aussi pour échanger avec tous les entrepreneurs. Et c'est un partage d'expérience qui est crucial à nos yeux pour vous accompagner. Et puis ensuite, il y a l'octroi de prêts d'honneur par rapport à vos idées. Et nous, banquiers, on remet la même somme en crédit par rapport au projet qui est présenté. Voilà, donc il y a quelques pistes, effectivement. Guillaume, une précision ? Ouais, je voulais rebondir là-dessus. Donc effectivement, le réseau Entreprendre, c'est un vrai bon point de départ. Je pense que dans la levée de fonds, en fait, ce qu'il faut, c'est tout de suite mettre son énergie au bon endroit. Parce qu'on peut passer son temps à aller voir plein de types d'investisseurs. Et en fait, c'est pas du tout le bon type d'investisseur. Et du coup, on prend des portes et on les prend un peu gratos parce qu'on n'est pas allé voir les bons. Donc ça, c'est chiant. Donc du coup, le réseau Entreprendre, très bonne première étape. Et après, en fonction de où est-ce que tu es dans ton entreprise, de combien tu cherches et à quel moment, de bien cibler au bon endroit. Est-ce qu'on démarre par une campagne de crowdfunding ? Et ça, franchement, ça marche vraiment bien aujourd'hui. Et il y a tous les modes, hein, le préachat d'un produit, le prêt, l'actionnariat. Donc il y a plein de plateformes, l'ITA sur
sur l'actionnariat, nous on l'a fait. Nous on a fait tous les types de crowdfunding. Et en vrai, c'est un vrai bon moyen que souvent les gens ne font pas. Donc il y a cette étape-là. Il y a les banques en direct évidemment. Et après, il y a différentes typologies d'investisseurs. Des investisseurs un peu plus autonomes, individuels, business angels qui peuvent aller vite. Et après, des fondations un peu plus mûres. Mais voilà, en fait, souvent, on peut perdre du temps parce qu'on va pas taper à la bonne brique et à la bonne porte. Et le réseau Entreprendre, vraiment, je suis hyper aligné. C'est local. C'est en plus l'occasion de rencontrer plein de gens qui vont te challenger ni trop ni pas assez, qui vont aussi parfois te faire un peu chier à sortir des trucs, mais c'est le bon niveau en fait pour passer ce cap-là. Donc voilà, l'enjeu c'est de mettre l'énergie au bon endroit et de pas aller tout de suite voir des trucs énormes où tu perds ton temps en fait. Donc voilà, c'est de se mettre au bon endroit et le réseau Entreprendre, c'est vraiment la bonne gare de triage. Merci. On va nous mettre dehors. Donc, allez, 2 questions après. Bonjour. Oula, ça fait toujours bizarre de s'entendre fort. Moi, j'avais juste une question sur un conseil, quelque chose que peut-être vous avez perdu du temps sur les débuts et vous pourriez nous expliquer un petit peu, voilà, quelque chose. Moi, si je peux donner un conseil, c'est vraiment de parler du projet, d'en parler à son entourage proche, d'en parler quand vous allez à n'importe quelle soirée, mais d'en parler partout, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va vous dire « Ah, je peux vous mettre en relation avec cette personne », qui va vous conseiller, et d'être vraiment à l'écoute de ses conseils, alors d'être à l'écoute des retours aussi qu'on va pouvoir vous donner sans entacher votre idée, mais en tout cas de parler du projet au maximum, ça c'est le conseil que je peux donner, parce que moi, dès le moment où j'ai commencé à faire ça, j'ai eu énormément de retours de la part de mon entourage. En tout cas, il y avait toujours quelqu'un qui pouvait me mettre en relation avec une autre personne. Je complète et je mets juste un petit bémol sur le fait que votre entourage sera heureux de vous voir heureux. Donc souvent, ils peuvent avoir une vue de votre entreprise et de votre idée où ils vont vous renvoyer un « Ah, c'est génial, super idée », alors que ça l'est peut-être pas. Donc il faut juste aussi prendre ce prisme de temps en temps, c'est peut-être une bonne idée, ce prisme de se dire « Attention à cet effet miroir de la joie que j'ai à témoigner de mon idée et ce qui me renvoie des autres ». Et pour compléter aussi, je pense que justement, c'est une erreur d'entrepreneur au début de dire « je ne vais pas parler de mon idée ». Plus vous en parlez, non pas que pour le réseau, mais plus les gens vont challenger votre idée et vont vous ouvrir les yeux sur des choses que vous ne voyez pas parce que vous avez la tête dans le guidon 24/24. Donc plus vous allez en parler, parce qu'on dit tout le temps « je ne vais pas en parler, on va me piquer mon idée ». Ton idée, il y a déjà d'autres personnes qui l'ont eue, mais il y a ton ADN qui n'est pas lui copiable, que tu vas ajouter à ton idée, qui va faire l'unicité de ton projet. Donc il faut en parler autant qu'on le peut, justement pour qu'on nous challenge au début et pour nous éviter un certain nombre d'erreurs, c'est essentiel. Merci. Oui, et puis ça va, juste pour terminer, ça va l'alimenter en fait. Ouais. Ça va la nourrir, l'affiner, la maturer. Bonjour à tous, merci déjà. Je vais essayer d'être courte. Je m'appelle Vera, je me lance après 15 ans de carrière dans une grande entreprise dans l'entrepreneuriat, plutôt le bien-être, le Pilate. J'ai une question, Maxime, très simple. Vous avez des objectifs pour 2050, neutralité carbone. Est-ce qu'aujourd'hui, vous imaginez avoir des crédits pour des projets qui peuvent vous démontrer avec des formules qu'on a un impact zéro, si je peux le dire, pour ne pas juste avoir à la fin des intérêts et puis que des pourcentages, mais est-ce qu'au niveau de la banque, aujourd'hui, il y a une nouvelle vision ? Oui. Oui. Oui, on a une nouvelle vision. Encore une fois, on est au démarrage, donc faut rester très humble sur le sujet. On avance aussi dans cette direction. On a créé ce qu'on appelle un crédit trajectoire décarbonation, conçu pour encourager et récompenser en fait des entreprises qui s'engagent dans cette démarche, et donc en liant les conditions de financement à des critères énergétiques. Et donc avec un critère extra-financier qui donne une bonification de la marge si les objectifs d'atteinte de réduction d'émissions sont faits. Aujourd'hui, c'est pour les PME et pour les grandes entreprises, mais évidemment qu'on va le décliner pour l'ensemble de nos clients professionnels. Et c'est un premier pas. Juste je vais terminer parce que on va nous expulser. C'est important. Manu Militari. C'est pas grave. Mais pour le coup, c'est important d'avoir ça en tête, puisque Guillaume l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est important d'avoir de la rentabilité. Oui, évidemment, on reste quand même axé là-dessus, mais on est dans une optique aussi d'intérêt général, et donc il faut avoir en tête que nous aussi, on réfléchit
avec des critères financiers, extra-financiers. On reste banquier, j'insiste là-dessus, mais pour accompagner l'ensemble de nos clients sur cette thématique. Merci à tous les 5.